J'ai l'honneur en fait de faire la keynote de fermeture. Ça sera à moitié un talk, à moitié une keynote. Je sais pas, j'avoue, je savais pas forcément trop comment le présenter. Je suis parti sur quelque chose de plutôt soft. On ne sera pas sur une conf technique, on ne sera pas sur quelque chose de trop pointu. L'idée, c'est juste essayer d'apporter en fait une part d'expérience qu'on a tirée du monde du jeu vidéo, d'un projet récent qu'on a sorti, et essayer d'en parler un petit peu et puis d'apporter ça, voir si ça peut peut-être contribuer à d'autres types de projets. Là, l'idée, c'est on va parler de jeux vidéo. Même si aujourd'hui on est quand même essentiellement centré sur l'applicatif ABDXIO, mais vous allez voir qu'il y a quand même un certain nombre de choses, en fait, de concepts et d'idées qui peuvent s'appliquer. Et on va parler grosso modo en fait, de plaisir. Pas dans le sens interdit au moins de 18 ans, bien sûr, mais au plus de 18 ans, pardon. Non, interdit au moins de 18 ans, c'est bien ça. Mais plutôt sur l'idée du plaisir dans le jeu vidéo et qu'est-ce qui fait que des fois des jeux sont plaisants, des fois ils ne le sont pas. Et c'est décrypter un petit peu ces espèces de ficelles mécaniques un peu cachées qu'on peut avoir derrière ça. Bon, sans plus tarder, du coup, donc voici le grand plan de ce que je vais vous expliquer. Vous en faites pas, c'est pas extrêmement long, encore une fois, ni très pointu. Brièvement, on va commencer par se présenter quand même, c'est la moindre des choses. Donc moi je m'appelle Sébastien Bénard, donc Deep Night, plus pour les gens qui me connaissent via mon pseudo, quoi. Très très mauvais choix à l'époque où j'étais étudiant, voilà, ça me suit maintenant, c'est Deep Night, quoi. Grosso modo, moi donc je travaille à Motion Twin, donc c'est une société qui est installée à Bordeaux depuis pas mal d'années, 17 ans maintenant cette année. Donc on est une vieille boîte de jeux vidéo à Bordeaux. On a commencé essentiellement par faire du jeu web, du jeu navigateur et un tout petit peu de jeu mobile très brièvement, et ça n'était pas la meilleure expérience du monde. Et aujourd'hui, en fait, on vient de sortir un jeu qui s'appelle Dead Cells, qui est dispo sur à peu près tous les supports qui existent, et bientôt même sur mobile, malgré tout. Donc à savoir PC, Mac, Linux, et les 3 consoles du moment, donc à savoir la Xbox, la Switch et la PS4. Pas de version PS Vita, je suis désolé, donc on nous a coupé un peu l'herbe sous le pied, il n'y aura aucune version PS Vita. S'il y a besoin, mais je le remettrai à la fin de toute façon, si vous avez besoin de me contacter, vous avez mon Twitter qui est ouvert sur les DM, vous pouvez m'envoyer des messages privés dessus, ou simplement tout bêtement un mail, ça fonctionne encore aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez surtout pas s'il y a des questions ou des choses comme ça, vous pouvez m'écrire librement, je réponds lentement, mais je réponds en général. J'ai tendance à utiliser quelques gros mots. Alors là, je m'en fous parce que mon fils n'est pas là, donc je peux me lâcher. Et il regardera sans doute pas la vidéo, donc pas de problème. Mais bon, voilà, m'en voulez pas pour les quelques trucs que je pourrais dire de temps en temps qui peuvent être un peu grossiers. Voilà, ça arrive, quoi. Et sinon, accessoirement, Dead Cells c'est sorti, donc je vous en prie, jetez-vous dessus. C'est dispo sur Steam, c'est super bien, machin, tout ça. Ou sur Switch d'ailleurs, puisque c'est la meilleure version. Voilà pour la présentation. Aujourd'hui, on va donc parler d'un truc que moi j'appelle des core loops. Alors, les core loops, je mets des gros guillemets autour, ce truc, parce que c'est littéralement la définition de ce truc est procédurale. C'est-à-dire qu'en gros, selon la personne à qui vous allez vous adresser, les core loops, ça va être absolument tout et n'importe quoi. Ça va dépendre du contexte, de la personne, de sa sensibilité, enfin, en gros, à qui vous vous adressez. Si vous êtes en train de parler de gameplay, si vous êtes en train de parler d'une personne qui s'occupe de la communication, du marketing, ou quelqu'un qui s'occupe de l'expérience utilisateur, vous allez forcément avoir des résultats et des visions différentes de ce qu'est une core loop. J'ai aucune volonté aujourd'hui à expliquer, wow, c'est ça la définition des core loops, voilà la vérité absolue, ce n'est absolument pas le cas, c'est juste un terme que j'ai collé là, que j'ai piqué sur Google, et qui va me permettre un peu d'illustrer ce que j'essaie de dire aujourd'hui. On va prendre un exemple que j'espère que tout le monde connaît. Enfin, qui c'est qui joue dans la salle? On va juste déjà commencer par ça. Ah ouais, pas tant que ça, mais bon, il y a du monde quand même, hein, mais malgré tout. Donc, vous connaissez sans doute Mario, vous en avez au minimum entendu parler, j'imagine, ou en tout cas, vous voyez grosso modo à quoi ça ressemble. Je prends les Mario, les anciens, hein, vraiment les très traditionnels que tout le monde connaît normalement. Et excusez-moi, il y a certains trucs qui sont encore en anglais, je me suis rendu compte après que j'avais oublié de traduire certaines parties. Donc, par exemple, si on prend un jeu comme Mario, il va y avoir des loops, des boucles donc, dans ce jeu qui vont être de différentes tailles. On va parler d'une loop, par exemple, très globale, qui est dans Mario, vous lancez une partie, vous jouez, vous mourrez, ça c'est une grosse loop, d'accord? Et après, vous pouvez rejouer une partie, recommencer, répéter cette opération. Et à l'intérieur de cette boucle, en fait, vous allez avoir d'autres boucles plus petites. Par exemple, dans Mario, vous allez entrer dans un niveau, l'explorer, sortir ou mourir, mais en tout cas, il y aura une fin. Et cette boucle-là, vous allez la répéter plusieurs fois au sein d'une partie. Donc une grande boucle peut contenir plusieurs petites boucles. Et à l'intérieur de cette moyenne boucle, on trouve des petites boucles. Ces petites boucles, dans le cas d'un Mario, ça va être de péter des briques, ramasser des récompenses, du loot. Ça peut être simplement buter des ennemis, donc approcher un ennemi, éviter une attaque et le tuer. Et si on parle d'un jeu, par exemple, imaginons un autre jeu, un jeu d'aventure en mode texte, là on parlera par exemple de poser des questions à des personnages pour obtenir des réponses. Bref, c'est ces espèces de petites boucles. Et aujourd'hui on va s'intéresser spécifiquement à ça.
En gros, ce sont des petites choses que le joueur concrètement va faire dans le jeu. Ce qui m'amène à ma définition hautement personnelle, mais qui permet d'expliquer la suite. Pour moi, une core loop, c'est en fait très simple, c'est juste une tâche très basique que le joueur va faire dans un jeu et qui va en répéter en fait du début jusqu'à la fin. D'accord ? C'est vraiment quelque chose de complètement unitaire, de limite atomique, qui va être vraiment répété du début à la fin du projet, d'une session de jeu en tout cas. C'est très différent d'un concept ou d'un unique selling point pour parler point de vue marketing ou d'une mécanique gameplay. Dans le cas d'un Mario, oui, c'est plutôt un jeu de plateforme, exploration, avec des secrets, des machins et tout. C'est pas ça en fait. C'est vraiment les tâches concrètes que le joueur fait vraiment dans le jeu. Quand il la met en main, qu'est-ce qui se passe à l'écran, quoi, et ce qu'on lui demande de réaliser. Ça a plusieurs utilités d'avoir conscience de ces core loops et de les percevoir et de bien les repérer. La première chose, c'est quand vous prototypez, là on peut parler, donc on parle de jeux vidéo, mais on peut aussi parler d'applicatif, quand vous prototypez une application, quand vous savez concrètement ce que l'utilisateur va faire vraiment précisément du début à la fin, ça peut être remplir des champs, hein, ça peut être, dans le cas d'un jeu vidéo, sauter, casser des blocs ou autre chose, quoi. Quand vous savez ça, ça vous permet au niveau du prototype déjà de vous attaquer directement à ce qui va être important, c'est-à-dire globalement votre projet, prototyper l'idée générale, mais aussi prototyper très tôt et de manière un peu plus pointue les choses concrètes que le mec va faire. Parce que c'est ça, en fait, son quotidien. Ça va être vraiment ça, ce qu'il va le faire concrètement dans le jeu. Ça vous permet de vous focaliser un petit peu, ça va vous permettre d'apporter du polish à des endroits où, en phase de prototypage, traditionnellement, on ne l'aurait pas forcément fait, mais ça va vous permettre voilà, d'y porter une attention particulière et de répartir un petit peu votre mana, basiquement votre énergie, hein, sur les différentes tâches de ce prototype, et de façon à réaliser voilà, un prototype qui va tester l'idée globale, mais aussi s'intéresser aux choses directement concrètes qui sont entre les mains du joueur. Ça permet d'éviter une question, enfin une phrase qu'on entend souvent dans le jeu vidéo, c'est que le jeu est pourri à un moment donné, quelqu'un vous explique non mais t'en fais pas, quand il y aura plus de contenu, le jeu sera rigolo. Bon, la réalité c'est que les 3/4 du temps c'est faux, si c'est pas 90% du temps. En gros l'idée c'est un jeu, même aussi complexe que vous voulez ou aussi basique que vous voulez, logiquement, ces core loops devraient déjà être agréables en soi. C'est-à-dire que les choses les plus basiques qu'on demande aux joueurs de faire devraient déjà être quelque chose de fun en fait. On devrait déjà quasiment perdre du temps en testant le prototype et en s'attachant à faire juste sauter entre des plateformes, combattre des ennemis ou des choses comme ça. C'est pas parce que vous allez rajouter 10 niveaux ou 15 boss ou 10 milliards d'objets à ramasser que ça va être plus drôle à la fin. Si c'est le cas, c'est pas très bon signe en général. C'est-à-dire qu'il y a un problème fondamental. Le savoir, en fait, identifier ces core loops, ça permet justement d'éviter ça et de remettre à plus tard une question de plaisir de jeu, ou même, bon, encore une fois, si on reparle d'applicatif, bah, est-ce que l'application est concrètement ergonomique ou pas c'est pas en mettant plus de couleurs à la fin qu'on résoudra le problème, probablement. Et l'idée, en fait, derrière ça, c'est de peaufiner en fait, ces loops, ces éléments très basiques que le joueur va faire dans le jeu, de les améliorer et au maximum, alors non, c'est pas vraiment au maximum, autant que possible, on va dire de manière raisonnable, et le plus tôt possible dans le projet. Comme je vous disais, en fait, dès l'instant où vous êtes confiant sur vos core loops, c'est-à-dire qu'en gros, dès l'instant où vous êtes confiant sur ce que concrètement l'utilisateur va faire dans votre jeu, si ça c'est drôle, vous pouvez rajouter 15 niveaux, ça ne sera que mieux, ça ne sera pas moins bien. Par contre, si ce n'est pas le cas au début, si on toujours reprendre l'analogie d'une application, si remplir le formulaire est pénible over 9000, bah, ça ne marchera pas en fait. L'utilisateur passera de toute façon il n'aura pas une bonne expérience et peut-être qu'il y a des choses très fondamentales à régler avant de dire ce formulaire sert à ça. Peut-être que juste remplir le champ devrait déjà être à peu près pensé dès le début. Donc ça, c'est les différentes utilités en fait, de ce que j'appelle les core loops. Alors, je vais le transposer dans un exemple ici, donc forcément en partie prenant, mais qui est Dead Cells, qui est le jeu sur lequel on a travaillé ces dernières années. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Dead Cells ou pas encore. Qui c'est qui a déjà joué ou vu Dead Cells? Ok. Bon, du coup, ça ne sera pas déconnant de vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Donc là, je vais vous montrer juste le trailer. Il est relativement court, mais il explique assez bien à quoi on a affaire, quel type de jeu, de quel type de jeu on parle, et ça me permettra d'en parler un petit peu plus après.
merci, merci. Merci. Donc, basiquement, Dead Cells, nous on l'a décrit, alors du point de vue marketing, on appelait ça un Rockvania. Alors, ce qu'on entend par Rockvania, si vous connaissiez peut-être un vieux jeu qui s'appelait Castlevania, c'est du jeu de plateforme action qui ressemble un peu à ça, qui était à l'époque NES, Super NES et un petit peu après, et sur Game Boy. On est sur un mélange de ce genre-là, de ce type de jeu-là, et avec des jeux où la mort est permanente et on recommence à chaque fois au début. C'est-à-dire quand vous perdez, vous êtes tué dans le jeu, vous êtes buté, bah, vous revenez au départ, quoi. Alors on n'est pas aussi punitif que ça, on a quand même modernisé un peu le truc, mais l'idée fondamentale est là. Alors ça c'est le terme marketing bullshit, la réalité c'est juste on saute un peu partout, on tue des monstres, c'est à peu près le résumé du jeu. En réalité c'est ça, quoi. On va pas se mentir. Donc ça c'est pour Dead Cells. Le projet a duré, alors ça c'est la durée en Early Access. Early Access c'est une sorte de phase de bêta payante. C'est sale sur le papier mais on peut le faire bien. Donc voilà. Mais en gros pendant 1 an et demi en fait il était disponible à l'achat moins cher que le prix final. Mais les gens ont pu contribuer et ça a été pour le coup extrêmement intéressant. S'il y a besoin d'ailleurs, il y a plein de questions sur le sujet. On a eu de la chance parce que ça a fonctionné. Les gens ont plutôt bien aimé le jeu. On a été vraiment extrêmement surpris globalement par la réception, en fait, l'accueil en tout cas du public. Et toute plateforme confondue, on a du coup vendu le jeu à 1,5 million de ventes, ce qui est voilà, faramineux pour nous, en tout cas à notre échelle. Donc on était quand même plutôt super contents. Et pour info, le jeu a été créé en Axe. On en a parlé ce matin, il y avait une conf sur le sujet. Il a été créé avec le langage open source Axe. Et c'est le langage en fait, qu'on avait conçu à la base, il y a des années maintenant. Et il utilise le framework IPS. Et à la fin, sur les différentes consoles et supports, c'est du C. En fait, Axe permet de transpiler en C. Donc c'est un langage cross-platform qui génère du C, du PHP, du JS, enfin ce que vous voulez, quoi, basiquement. Ça, c'est pour la partie présentation du projet. Hein, on ne va pas faire trop longtemps. Dans Dead Cells, basiquement, comme je disais, on saute un peu partout, on tue des monstres. C'est grosso modo deux choses que le joueur va faire du début à la fin. Ça nous ramène à ces questions de core loops. On va commencer par parler de ce truc-là de traversal. Alors traversal, dans le jeu vidéo, c'est la notion de se déplacer dans l'univers, dans l'espace, et de réussir à arriver à peu près en vie là où on voulait aller. C'est à peu près le résumé très grosso modo du traversal. Traversal, c'est quelque chose qui apparaît hyper simple, c'est de se dire, ouais, il faut bouger un personnage, il faut le faire sauter, c'est des choses qui sont plutôt basiques. Mais l'idée, c'est que si on veut le faire bien, il y a beaucoup de choses à faire potentiellement. On va le voir sur un exemple hyper con en fait ici. On a notre personnage qui doit juste sauter entre deux plateformes. Plateforme A, plateforme B, il saute entre les deux et il essaie de ne pas se croûter au milieu, quoi. Plutôt exemple de base, quoi. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est quelque chose que le joueur va faire assez souvent. Donc bon, comment ça se passe? On va avoir une version en temps réel. Voilà, le joueur saute, il arrive de l'autre côté, c'est cool. Bon, jusque-là, rien d'hyper transcendant. Vous noterez qu'il y a un double saut au milieu, c'est un truc très classique qui fait qu'on peut sauter dans le vide gratuitement une fois. Mais voilà, ça c'était la version rapide. Maintenant, on va la voir un petit peu plus lentement et on va regarder un petit peu plus les détails et puis les bizarreries qui se passent. Parce que là, c'est la même séquence, donc au ralenti, quasiment la même séquence. Donc le perso court, il commence à tomber, mais il saute. Bon, c'est pas grave, il était plus sur la plateforme, mais il saute quand même. Et non, il devrait louper, mais il atterrit quand même. Là, clairement, il passait à côté de la plateforme. Si on s'en tenait juste à son centre de gravité, il n'était pas du tout sur la plateforme, mais pourtant, il s'est réceptionné à la fin. C'est ça, en fait, ce que j'appelais peaufiner les core loops, c'est qu'un truc aussi con que simplement sauter entre deux plateformes, ben, ça vaut le coup d'y passer du temps, parce qu'au final, ça va pas changer, ça va changer beaucoup de choses, mais ça va rendre une tâche récurrente que le joueur va répéter du début à la fin, juste plus agréable, en fait, juste plus plaisante. On va voir par exemple ici, il y a le fameux saut à la dernière seconde, truc qu'on trouve dans beaucoup de jeux, qui est complètement imperceptible pour la plupart des joueurs en fait, mais qui est ce saut, en gros le joueur était sur une plateforme, il est tombé, mais on l'a autorisé à sauter 2-3 frames après, un petit peu en décalé. On a considéré que okay, c'est comme si tu étais par terre, tu sautes normalement, ça passe, quoi. Ça c'est un truc qu'on fait, et quand on le fait pas, c'est assez flagrant, instantanément les sauts deviennent pénibles. C'est un truc qui est complètement transparent, personne ne remarque, mais sans ça, bah, tout de suite, un simple truc comme le saut devient pourri. Le air control, bah, c'est cette espèce de triche du double saut en l'air. Alors c'est un truc qui, dans des jeux, c'est bloqué au début, ça se débloque après. Pas quelque chose que je recommanderais personnellement. C'est vraiment ce qu'on appelle le quality of life. C'est vraiment des choses assez fondamentales dans les jeux de plateforme. Ça permet d'ajuster un petit peu son saut dans le cas où on s'est loupé, et ça rend les sauts du coup plus tolérants. Et au final, le joueur arrive à faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire sauter entre plateforme A et plateforme B. Et on triche. Alors là, dans tous les sens, c'est-à-dire que vous avez vu à la fin, j'aurais dû me louper la plateforme très clairement. Ouais, on a recalé le bonhomme, on lui a fait jouer une petite animation de « oh là là, je me rattrape ». Mais la réalité, c'est qu'il aurait dû se croûter, il aurait normalement pas dû réceptionner sur cette plateforme. Et ça, des triches, on en a beaucoup. On va l'illustrer maintenant sur un cas un peu plus long.
Donc là, c'est juste le perso va se déplacer, va essayer de choper un trésor à la fin d'une séquence de déplacement plutôt basique dans le jeu, assez courante, quoi. Donc voilà la séquence de base. Et on va essayer de repérer en fait là-dedans tous les petits trucs qui facilitent la vie du joueur, qui font que le mec a l'air de se sentir comme un demi-dieu, alors qu'on l'assiste quand même beaucoup du début à la fin. Il ramasse le trésor, waouh! Donc ça, c'est la séquence brute. Et pour vous rendre compte du truc, dans le jeu, on a une commande de debug qui nous permet de désactiver tout ce qu'on appelle les helpers. En fait, tous ces assistants, tous ces petits machins qui vont faire qu'une opération hyper basique se passe bien, mais si vous le désactivez, ça se passe plutôt mal. Donc voilà la version où je désactive tous les helpers. Le même héros, donc court. Bon, il y a une marge de 1, bah, il ne monte pas, hein, c'est pas automatique. Il fait un saut, c'est pas assez haut. Il faut faire un double saut pour y arriver. Bah, on ne peut plus grimper sur les murs, évidemment, quoi. Donc là, je saute. Non, à un pixel près, c'est dommage. Là, c'est pareil, c'est pas assez haut, quoi. Donc on saute, on se loupe, on n'est pas content. Bon, là, ce coup-ci, on fait un double saut, on a bien compris. Puis là, pareil, on est malin, on fait un double saut. Et franchement, c'était injuste à la fin. Là, vous voyez la chute qui s'est tapée. C'est agréable pour personne. C'est un truc hyper con. Le mec s'est dit, là, franchement, c'est pas normal, quoi. Et c'est ce moment, en fait, où un truc hyper simple, une opération pourtant hyper basique, comme sauter entre deux plateformes, dès l'instant où on prend le temps de la polish, c'est-à-dire de passer du temps à la peaufiner et à essayer de corriger tous les corner cases d'utilisation, là on parle du X dans ce cas-là, mais en fait quand on arrive à le polish, on arrive à rendre un truc complètement transparent et invisible, l'utilisateur est satisfait sans trop savoir pourquoi, et à la fin ça se passe plutôt bien. Il y a une raison fondamentale, oui alors juste en gros résumé, hein, si on devait résumer ce truc-là, je suis désolé je prends beaucoup de temps, si on devait résumer ce truc-là, on essaye en fait en permanence dans un jeu, et là on peut également transposer encore une fois de l'applicatif, on essaie de comprendre en permanence qu'est-ce que l'utilisateur est en train d'essayer de faire. On essaie de deviner son intention, ou de savoir dans quel pipeline il se retrouve à un moment donné, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il essaye de faire. Est-ce que, alors bon là c'est le cas particulier du jeu, est-ce que cette opération est censée être difficile? Alors, dans le cas d'une application, la réponse universelle c'est non. Normalement, il n'y a pas de moment où tu te dis, ah, tiens, ça va être challenge de remplir ce formulaire, il va bien se marrer. Non, enfin, non, normalement. Dans un jeu, ça peut arriver que des moments où vous dites, ouais, ce saut devrait être difficile, machin. Mais si ce n'est pas le cas, si la réponse est non, vous devriez, en fait, quoi qu'il arrive, vous assurer que le joueur ou la joueuse arrive à faire ce qu'il voulait faire. Il n'y a aucune raison de l'en empêcher. Ce n'est pas une opération, ce n'était pas censé être un challenge dans le jeu. Il n'y a pas de raison que ça le devienne, et il n'y a pas de raison fondamentale qu'il échoue. Alors, sauf s'il loupe la plateforme de 10 km, bon, bah là, on ne peut rien pour lui. Mais normalement, il n'y a pas de raison qu'il échoue. Et de la même manière, un formulaire ne devrait pas être pénible à remplir, ou une application ne doit pas être pénible à utiliser. On essaie de s'attacher, en fait, aux petits détails d'utilisation concrète dans ces cas-là, quoi. Dans le cas de Dead Cells, c'est quelque chose, alors je vous dis ça en mode waouh, je sais, je vous conseille machin. L'idée c'est qu'au départ on ne savait pas du tout ça. On s'en est rendu compte en fait, notamment dans les reviews du jeu. Vous savez, quand vous faites un jeu sur Steam, les gens peuvent noter le jeu, et c'est le nerf de la guerre littéralement sur Steam. Ils peuvent noter est-ce que pouce bleu, pouce rouge, enfin pouce vert, pouce rouge, est-ce que j'ai aimé ou je n'ai pas aimé le jeu. Il laisse généralement un commentaire, parfois très injuste, mais il laisse un commentaire. Et le truc qui nous a un peu surpris, c'est qu'on s'est rendu compte que 90%, sans exagérer, probablement plus, mais on va dire, allez, arrondi vers le bas, 90% des commentaires, c'est des trucs comme ça. Ils commencent en tout cas comme ça, ils disent le gameplay il est fluide, les contrôles sont agréables ou quelque chose comme ça. Et après seulement, le côté Rockvania, le côté jeu de plateforme, aventure, avec mort permanente et les concepts, on va dire, de jeu, ça vient quand ça vient, mais ça vient après en général. Et en fait, ça, on s'en est rendu compte une fois le fait accompli, hein, une fois l'application, le jeu distribué, accessible aux utilisateurs. Et ça nous a un peu surpris, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, l'idée du jeu, elle peut être n'importe quoi, et si l'idée est bonne, bah, ça devrait passer. Par contre, sur les contrôles et sur des choses comme ça, les gens étaient plutôt surpris en fait, des conforts d'utilisation qui étaient à des endroits où ils n'avaient pas nécessairement l'habitude en fait, de les trouver. Et ça, aujourd'hui, c'est clairement sur les prochains projets, ça va être ça, enfin en tout cas pour ma part, ça va être ça au centre du truc, c'est de se dire que oui, l'ergonomie du X et tout ça, des choses évidentes, doivent être quand même assez poussées, notamment sur ces petites tâches, en fait très basiques, comme je vous disais, sauter entre deux plateformes. Parlons maintenant brièvement du combat. Le combat, bah, c'est la deuxième partie, c'est basiquement on tape sur un truc jusqu'à ce que ça meure, mais en essayant que ce ne soit pas nous qui mourions à la place. Donc les combats dans Dead Cells, alors je vais vous montrer juste une séquence pour illustrer à quoi ça ressemble concrètement un combat. Il faut savoir que dans Dead Cells, le parti pris dès le départ, c'était que c'était un jeu difficile et exigeant. En général, quand on dit ça, on s'adresse tout de suite à une frange de la communauté, et on sait exactement vers quoi on va. Le deuxième truc qui est avec ça, c'était de dire que le combat, ok, c'était difficile, mais juste. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le joueur ne devrait se dire c'est la faute du jeu. C'est pas le jeu qui est mal conçu, ou les contrôles qui sont merdiques, ou je sais pas quoi. Ça devrait être en fait fondamentalement le joueur qui s'est gouré, qui a fait une erreur à un moment donné. Donc ça, c'était un truc qu'on avait vraiment dès le départ, on voulait, ok, difficile, certes, mais juste. Pas de la difficulté gratuite, intransigeante.
Donc vous voyez un exemple de combat, en fait, concrètement, à quoi ça ressemble dans le jeu. Donc là, je vous le montre au ralenti, parce que ça permet de comprendre un peu ce qui se passe, parce que sinon ça évite le bordel. Donc le mec saute, il décide de faire une attaque plongeante sur le premier archer, il le défonce. Il y a le deuxième archer qui va lui tirer dessus, hop la petite roulade, voilà. Il y en a qui suivent. On défonce le deuxième archer. Bon, il reste plus qu'un zombie, on s'en approche, on sort l'épée, il va taper. Ah bon, dans ce cas on annule, on arrête l'attaque finalement, on passe dans son dos et on finit. Là, cette fois-ci on défonce. Et bam, voilà, c'était laborieux. Alors, cette séquence dure 3 secondes et demie, 4 maxi dans le jeu, donc c'est relativement bref, mais vous voyez, il se passe un certain nombre de choses en fait dans ce truc-là. Il y a l'interruption, ce que je viens de dire à la fin, le fait que le coup commence à être porté, le joueur se dit « oulala », il décide d'annuler en faisant une esquive. Il y a tout un tas de petites choses de ce style qui se passent en fait, et qui permettent d'augmenter justement la qualité. On passe notre temps à tricher, littéralement dans ce truc-là, on passe notre temps à tricher. Un exemple que personne, aucun joueur ne m'a jamais cité, qui est pourtant omniprésent dans le jeu, qui ferait hurler n'importe qui en disant c'est un jeu difficile et pourtant il y a ce truc-là, c'est le retournement gratuit. Exemple con, j'ai une épée dans la main, le monstre est là, moi je tape comme ça, il n'y a personne devant moi, le jeu se dit c'est quand même complètement débile comme action, donc on va le retourner et puis on va laisser taper comme ça. Un truc, c'est assez bateau. Et si je disais à un joueur fan hardcore et tout ça qu'on mettait ce genre de choses, il dirait mais non, c'est trop assister les gens. Personne ne l'a remarqué ce truc, c'est là depuis le début du jeu et pourtant c'est omniprésent et il y a vraiment, honnêtement, quasiment personne ne nous l'a jamais cité. Le truc c'est que comme ce truc-là, taper dans le vide, était vraiment idiot, servait à rien, ne faisait pas avancer le schmilblick pour le joueur, bah dans ce cas on le retourne gratuitement, on lui fait réaliser l'action. Et le petit truc rigolo, c'est que cognitivement, le joueur de toute façon, il va appuyer sur la touche pour changer de direction à ce moment-là. Il va, dans 50% des cas, il va le faire trop tard. C'est-à-dire qu'il va taper et puis il va changer de direction, ce qui sert du coup à rien, quoi. Mais comme il fait le mouvement, le cerveau en fait se dit hey, j'ai fait le mouvement, je me suis retourné, tout s'est bien passé, c'est exactement le plan que j'avais prévu au départ. La réalité, c'est que non, et je peux vous garantir, 50% des cas, en fait, quand on désactive ce truc, c'est instantané dans le jeu, on tape dans le vent hyper souvent. Et pourtant, ça apporte rien au truc, hein, ça fait vraiment pas, ça rend pas le jeu plus difficile, ça le rend juste plus pénible. Mais voilà, le joueur va faire ça 10 millions de fois dans une partie. Est-ce qu'il faut que ça soit difficile ça? La réponse est non en général. On évite les morts radicales, c'est un petit détail aussi, alors qui est plus évident pour le coup, c'est que si jamais à un moment donné un monstre vous tape et vous enlève toute votre barre de vie, parce que c'est un gros monstre et qu'il vous défonce, quoi, dans ce cas-là on vous met à 1 point de vie, on étourdit brièvement tous les monstres autour, on vous laisse en vie avec 1 point de vie, et vous avez une chance du coup de vous en sortir. C'est-à-dire que vous avez encore le droit de porter 2-3 coups avant de vous faire descendre, ou vous vous soignez si vous arrivez à vous mettre hors combat. C'est un petit détail, mais ça transforme une situation, surtout dans un jeu à mort permanente, c'est-à-dire que quand vous mourrez, vous revenez tout au début du jeu, ça évite d'avoir une situation où la mort est vraiment très punitive. Et le joueur, on transforme une situation où le joueur se dit « Ah merde, je me suis fait buter, balance la manette », en une situation où « Oh putain, je suis à 1 point de vie, je fais une roulade, je panique et tout, je me fais sans doute tuer, mais voilà quoi ». Et transforme une situation finalement plutôt banale en quelque chose qui redevient positif, qui est un peu moins punitif, mais vraiment juste un peu moins en général. Et c'est là l'idée, c'est qu'en fait, faciliter la vie de l'utilisateur, alors dans le cas encore une fois d'une application, l'application ne se pose pas, on facilite la vie de l'utilisateur de base. Mais dans un jeu, il y a une espèce d'idée reçue qui dit que faire des contrôles très fluides, des interruptions dans tous les sens et tout, va enlever de la difficulté. Mais la réalité, c'est qu'en fait, quand on fait ça, nous, la difficulté, on l'a remontée sérieusement d'un cran en disant ok, les contrôles sont fluides, on peut interrompre dans tous les sens, on vous sauve les miches quand vous avez 1 point de vie, des choses comme ça, on vous ramène à 1 point de vie. Mais ça fait aussi que du coup, on est beaucoup plus radicaux sur des ennemis qui sont très puissants et que voilà, on a pu monter la difficulté du fait d'avoir amélioré simplement les contrôles de base. Et ça, c'est l'idée fondamentale qui est derrière, c'est qu'à tout moment, on essaie de garder cette idée que si le truc se passe mal, il ne faut pas que le joueur se dise c'est la faute de l'application. Il faut que se dise c'est de ma faute. C'est que j'aurais pu l'anticiper, j'avais tous les outils, j'avais toute la lecture, j'avais tous les trucs pour me protéger. Et quand il se fait défoncer, il faut qu'il se dise c'est lui en fait qui a commis une erreur. Et c'est vraiment un des trucs qui a drivé en fait toute cette idée-là, cette idée de faire des contrôles les plus pointus et de régler tous les petits corner cases. Là, ici, on a parlé de Dead Cells. Donc là, on voit sur le côté jeu d'action, de manière assez évidente, comment ces petits détails peuvent s'appliquer. On va parler d'un autre jeu. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, ce jeu, Phoenix Wright. Qui c'est qui le connaît? Ouais, bravo. Alors, j'ai pas du tout bossé dessus. C'est un exemple comme Mario tout à l'heure, hein, mais c'est Capcom qui l'a édité. Mais c'est juste pour illustrer. Alors, basiquement, vous allez voir, je vais juste montrer une séquence gameplay de ce jeu. Vous allez grosso modo voir à quoi ça ressemble, de quoi il s'agit.
Basiquement, Phoenix Wright, c'est un simulateur d'avocat. Sur le papier, ça excite personne, hein. Je ne sais pas s'il y a des avocats dans la salle, je suis désolé si je brusque les gens, mais quand même, c'est un parti pris de départ qui fait que voilà, c'est quand même pas facile à vendre comme concept et comme projet, même à l'utilisateur final. Pourtant, un truc qui est complètement barré avec Phoenix Wright, c'est que ce jeu, on se sent balèze en permanence, c'est hyper épique, c'est vraiment... Enfin, c'est NCIS puissance 10, quoi, si vous voulez, ça à tout moment, et encore NCIS c'est plutôt posé, mais il y a vraiment pourtant sur un jeu qui pourrait être assez basique, quelque chose, une espèce de sensation de puissance, d'efficacité, d'épicness qui est omniprésente sur le jeu, quoi. La raison, c'est qu'ils ont réussi à rendre un truc qui est complètement con, c'est une action de base que le joueur fait du début à la fin, de ces fameuses core loops, simplement lire du texte, ils ont réussi à juste rendre la lecture de texte hyper intéressante et hyper dynamique et hyper animée. On va juste voir très brièvement quelques astuces qu'ils ont utilisées pour que vous puissiez ensuite les voir dans le contexte. De base, ils font trembler l'écran dans tous les sens. Ça, ce qu'on appelle les caméras shake, les boîtes de dialogue tremblent, les bouts de texte tremblent, des mots tremblent des fois, enfin bref. Ils utilisent des espèces de feedback visuels comme ça, des tremblements, des coups, qui vont marquer des impacts. À des moments, c'est pertinent, point d'exclamation dans une phrase par exemple, ou alors au moment où il sort un truc hyper, genre objection, ce genre de choses, quoi. Il y a la vitesse des textes, on le note quand on observe bien, mais selon les ponctuations, les points, les 3 points de suspension, points d'exclamation, des choses comme ça, pardon, la vitesse du texte va vraiment évoluer. Quand un personnage est dubitatif, ça va être une vitesse plutôt lente. Et en fait, ils se sont simplement calqués sur le rythme à l'oral. Si quelqu'un avait lu ce texte, il l'aurait lu en s'emportant ou au contraire en étant très posé, etc. Ils ont simplement transposé la vitesse de lecture orale dans le défilement du texte à l'écran. Et bien sûr, les sons, vous avez entendu, il se passe des tas de bruits de baffe dans tous les sens, quoi. Ça n'a bien sûr rien à foutre là dans ce genre de jeu, mais pourtant, ce sont ce qu'on appelle des audio cues qui vont marquer des temps, qui vont marquer des impacts, des explosions, des bruits de verre et tout ce que vous voulez. On va le revoir, là je vous laisse du coup observer un petit peu plus toutes ces petites astuces qui vont créer du rythme en fait sur un élément qui pourtant, une simple séquence qui pourrait ne pas être rythmée, quoi. Vous voyez ces tremblements là qui sont marqués. Une vitesse de texte qui est plutôt lente. Tout le monde est plutôt calme jusque là, ça va. Vous voyez cette espèce de pause à la fin de la phrase qui laisse un peu flotter le truc, comme le ferait le mec à l'oral en fait, tout simplement. Là. J'adore ça. Tremblement, flash, là bon là il y a la totale. Et là d'un seul coup, vous voyez, le rythme monte parce que justement il y a de plus en plus de feedback de ce genre-là, de tremblement, la musique généralement suit aussi derrière. Et ils ont réussi en fait, vous voyez, avec simplement des petites astuces et pas beaucoup de travail en fait, hein, concrètement il n'y a pas grand-chose là-dedans, ils ont réussi à rendre des actions hyper basiques, simplement lire du texte, ils ont réussi à le rendre épique. Et c'est là où je veux essayer d'attirer l'attention, c'est que ces fameuses tâches en fait très basiques que le joueur exécute ou l'utilisateur exécute du début à la fin peuvent être rendues plaisantes simplement en y passant le temps qu'il faut et le passant probablement souvent assez tôt dans le projet. Un dernier exemple, et j'arrête de vous embêter avec ça. Il y a quelques années, je dirais 3 ans, 3-4 ans, j'avais bossé sur un soft de dessin. C'est vraiment plus un délire perso. J'avais voulu faire un petit soft de dessin en pixel art, en flash à l'époque et tout ça, quoi. Et je m'étais en fait, au moment où je le réalisais, je me dis, ça serait quand même rigolo que sur des actions assez basiques, il y ait des feedbacks. Alors pas des trucs aussi impressionnants que ça, mais des petits feedbacks en fait visuels, des choses un peu rewardantes, on va dire, dans l'esprit. Donc voilà le soft en question. Donc on peut basiquement dessiner. Voilà, c'est rien de foufou. Voilà. Wow. On peut sélectionner une couleur en faisant un clic droit. Vous voyez, c'est cette espèce de petite boîte qui apparaît brièvement avec un petit fade-in, fade-out. Ça coûte rien, mais c'est toujours ça le prix. On peut sélectionner les couleurs et continuer à dessiner. Et puis si on annule, en fait, vous allez voir, si on annule, paf, il y a cette espèce de petite boîte rouge là qui clignote. Et si on redo, on l'a dans l'autre sens, mais en vert cette fois-ci. Feedback complètement con, rien de très très poussé, mais ça donne déjà un côté, quand vous le faites à l'usage, ça donne un côté assez gratifiant de se dire, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui se déclenche dans la tête à ce moment-là. Et c'est en plus un rôle de lecture qui n'est pas dégueu, qui permet de situer la zone de l'écran qui était affectée, ce qu'on ne voit pas nécessairement quand on dessine et qu'on fait ce genre de choses, enfin un CTRL-Z. C'est un truc qui coûtait vraiment pas grand chose et qui en fait a rendu le truc rigolo. Quelque chose, une application qui est tout à fait banale, rien de très très poussé, mais ça l'a rendu instantanément agréable à utiliser. Pourtant, je suis utilisateur Photoshop depuis des années, j'adore ce logiciel, mais là il y avait quelque chose en plus qui était presque ludique, en tout cas qui était plaisant à utiliser.
En gros, résumé de tout ça, en fait, l'idée c'est qu'il faut repérer dans une application, dans un jeu, qu'est-ce qui est répétitif, qu'est-ce que l'utilisateur va vraiment concrètement se taper du début à la fin, et essayer d'une manière ou d'une autre le rendre au moins ergonomique, c'est idéalement fun si on peut, mais d'essayer de, voilà, de repérer ces petits moments, ces choses que le joueur va faire du début à la fin. Ici, on parle de game feel ou de UX, ça dépend. Mais en gros, c'est vraiment cette capacité à ce que quelque chose dans le jeu provoque une émotion positive, idéalement, ou négative si vous êtes dans un truc plutôt triste, quoi. Et moi, j'appelle ça, enfin, c'est un de mes collègues qui avait parlé de ce terme, la glande à bonheur, mais c'est littéralement aller titiller la glande à bonheur sur des choses qui sont très basiques, vraiment des tâches très unitaires, quoi. Quand vous arrivez à produire ça dans des opérations qui sont pourtant, comme je vous montrais tout à l'heure, le saut, un CTRL-Z dans une application ou lire du texte, quand vous arrivez à provoquer ça, vous avez fait le gros du boulot. Vous avez déjà quelque chose qui instantanément va marquer les gens, va tout de suite attirer, et qui se ressent derrière. Les gens diront « Ah, ce truc-là était plus agréable à utiliser que telle autre application ». Et en gros, le gros résumé de ce truc-là, c'est cette question, c'est quoi un jeu rigolo? Basiquement, pour moi, ça revient juste à mettre de l'énergie là où ça compte. C'est d'essayer de savoir, en gros, qu'est-ce qui va être concrètement réalisé par l'utilisateur du début à la fin, et comment vous pouvez peaufiner ces petits détails-là pour les rendre juste plus agréables, quoi. Je vous remercie, je pense qu'on est dans les temps. Ouais, pile. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous avez besoin, vous avez mon mail ici, vous pouvez bien sûr poser des questions. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.